Alors, après avoir affronté les grèves, le confinement, le coronavirus, vous repartez enfin au boulot, et là votre patron décide, parce que les affaires vont pas très bien, de vous virer. Look, I have to put my own interests above yours. It's nothing personal. You're fired. Alors, il y a peu de chances que vous fassiez virer avec autant de classe. Généralement, vous allez plutôt recevoir un petit courrier hypocrite vous notifiant votre licenciement. Mais au fait, quelles sont les conditions de validité de ce licenciement ? Alors vous le savez, le licenciement, c'est pour l'employeur le mode de rupture de droit commun du CDI. Pour le CDD, c'est un petit peu différent, mais on va pas l'aborder ici. Donc si l'employeur veut rompre le contrat, c'est assez simple. Il doit pouvoir justifier d'un motif légitime et mettre en œuvre la procédure de licenciement. Et j'aborderai les sanctions du licenciement à la fin de la vidéo, c'est-à-dire les sanctions, c'est ce que vous pouvez espérer obtenir en cas de licenciement injustifié. Alors ensuite, dans les catégories de licenciement, on en a deux principales, celle pour motif personnel et celle pour motif économique. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du licenciement pour motif personnel. Et on a à nouveau une subdivision dans ce motif personnel entre le licenciement pour motif disciplinaire, c'est-à-dire en raison d'une faute du salarié, ou alors en dehors de tout comportement fautif du salarié. Alors que faut-il à l'employeur pour pouvoir prononcer un licenciement pour motif personnel ? Eh bien il lui faut deux choses, enfin plutôt une chose mais avec deux conditions, c'est-à-dire une cause réelle et sérieuse de licenciement. Alors réelle, ça veut dire que la cause doit être avérée, c'est-à-dire qu'elle existe, elle est objective et indépendante de la bonne ou de la mauvaise humeur de l'employeur. Et ensuite, cette cause doit être sérieuse, c'est-à-dire qu'elle doit revêtir une certaine gravité qui rend impossible la poursuite du contrat de travail et donc rend le licenciement inévitable. Alors bien évidemment, quand le salarié estime que la cause de licenciement n'est pas bien fondée, c'est le juge qui va avoir le dernier mot, c'est toujours comme ça. Et il va former sa conviction au vu des éléments qui vont être fournis par les parties, et en cas de doute, la règle c'est que le doute va profiter au salarié. Alors quand l'employeur veut utiliser un licenciement pour faute, c'est-à-dire inscrire une faute comme motif du licenciement, il faut que cette faute résulte d'un comportement volontaire du salarié. Sinon, on ne se place pas dans le cadre disciplinaire. Et bien évidemment, il faut que la faute ait eu lieu avant la rupture du contrat de travail, sinon elle ne pourra absolument pas être retenue comme motif de licenciement. Cette faute, elle résulte généralement d'un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Donc ça peut être un manquement à un travail consciencieux, aux directives de l'employeur, qu'il s'agisse d'horaire, de discipline ou encore de sécurité. Alors également, quand on parle de faute, il faut apprécier la gravité de cette faute parce que selon sa gravité, elle va entraîner des conséquences différentes pour le salarié. Par exemple, une faute commise par le salarié ne justifie pas nécessairement la qualification de faute grave, contrairement à ce qu'on pourrait penser. D'ailleurs, pour apprécier la gravité de la faute, il n'est pas nécessaire de la mettre en lien avec le préjudice qui a été subi par l'employeur. Autrement dit, vous pouvez avoir fait une faute qui n'a occasionné aucun préjudice réel pour l'employeur, ça ne changera pas son appréciation éventuelle de faute simple, grave ou lourde. Alors, en exemple de faute simple, on a par exemple le refus de la part du salarié de suivre une action de formation qui avait été décidée par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise. Ensuite, on a la faute grave, la plus redoutée de toutes évidemment, celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Pourquoi elle fait peur cette faute grave ? Parce qu'elle entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Alors en exemple assez commun de faute grave, on peut avoir le fait d'insulter, d'agresser verbalement ou physiquement, d'avoir eu des propos déplacés à connotation sexuelle par exemple, ou s'obstiner à ne pas respecter les consignes de travail données par l'employeur malgré un avertissement. Et enfin, nous avons la faute lourde, qui ressemble à la faute grave, mais elle est en plus doublée de l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise de la part du salarié. Donc elle est sanctionnée par un licenciement immédiat et entraîne également pour le salarié la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Elle permet même à l'employeur en théorie de réclamer la réparation du préjudice qu'il a subi de la part de son salarié, mais en pratique c'est assez peu vu. Alors l'exemple le plus commun de faute lourde, c'est généralement la participation active d'un cadre au détournement d'un client de son employeur au profit d'une société concurrente, ou alors tout simplement la création d'une société concurrente dans le même temps. Et on a bien sûr les cas d'agression préméditée qui sont évidemment suffisamment graves pour justifier l'emploi de la faute lourde. Pour que vous y voyez un petit peu plus clair dans la distinction de ces trois fautes, je vous ai mis un petit tableau récapitulatif, vous pouvez voir à peu près ce qui peut, ce qui ne peut pas l'être, sachant que pour les faits communs pouvant justifier une faute simple et une faute grave, ça va aussi dépendre du contexte dans lequel a eu lieu la faute.
Alors on vient de voir tout le volet faute, qui est une partie du licenciement pour motif personnel, mais il existe d'autres motifs que la faute pour justifier un licenciement pour motif personnel. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'une cause réelle et sérieuse était exigée, mais donc pas forcément une faute. Alors en premier, on peut citer l'insuffisance professionnelle. Vraiment le motif qui te fout un peu la honte. C'est mauvais. Et donc, comme je vous l'ai dit, le droit du travail considère que l'insuffisance professionnelle du salarié n'est jamais fautive. Ça veut dire que si jamais il y a écrit sur votre lettre de licenciement « licencié pour faute, insuffisance professionnelle », eh bien le licenciement disciplinaire sera jugé sans cause réelle et sérieuse puisqu'on ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire. La seule exception à ce principe, c'est quand la mauvaise qualité du travail du salarié résulte de son abstention volontaire ou de sa mauvaise volonté délibérée. Dans ce cas, il y a une insuffisance professionnelle mais qui peut se placer sur le terrain disciplinaire parce qu'il résulte de la volonté du salarié de mal faire son travail. Ensuite, on a l'insuffisance du résultat. Alors, ça ressemble beaucoup à l'insuffisance professionnelle, dit comme ça. Mais là, la différence, c'est qu'il faut que le salarié se soit vu fixer des objectifs quantifiables. Je pense par exemple aux commerciaux ou d'autres métiers comme ça. On a des objectifs précis qui sont chiffrés. Autre motif personnel pouvant constituer une cause réelle et sérieuse, la mésentente. Alors, la mésentente, on parle d'une mésentente entre un salarié et tout ou une partie du personnel. Et elle ne peut justifier une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs et imputable au salarié concerné. Dernier motif personnel, le fait tiré de la vie personnelle du salarié. Alors le principe, c'est que un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas constituer une faute dans les relations de travail. Ce qui peut en revanche constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est un trouble objectif causé au bon fonctionnement de l'entreprise par le comportement du salarié. Alors pour que ce soit plus clair, le meilleur exemple c'est sans doute une infraction au code de la route. Donc c'est un fait tiré de la vie privée du salarié, par exemple vous grillez un feu rouge en dehors de vos horaires ou même de vos jours de travail, donc ce n'est pas une faute professionnelle, mais ça peut justifier votre licenciement, et en fait on le comprend bien parce que si vous avez commis une infraction au code de la route et que vous faites retirer votre permis et que vous êtes par exemple routier, et ben vous êtes empêché d'exercer votre mission et donc ça peut justifier votre licenciement pour cette raison. Alors maintenant qu'on a vu à peu près les conditions du licenciement, on va voir ce qui se passe en cas de licenciement injustifié, nul ou irrégulier. Alors pour le licenciement injustifié, c'est l'article L1235-3 du Code du travail qui prévoit différentes sanctions. La première, ça peut être la réintégration du salarié. Mais c'est proposé assez rarement, vous en doutez, puisque un salarié se voit réintégré après avoir fait l'objet d'une procédure de licenciement, et généralement c'est pas top pour les relations futures. Du coup, généralement, si la réintégration n'est pas proposée ou que les parties la refuse, ce qui arrive dans l'immense majorité des cas, eh bien le juge doit accorder au salarié une indemnité à la charge de l'employeur. A noter que depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est maintenant barémisé et il doit être compris entre les montants minimaux et maximaux fixés à l'article L1235-3 du Code du travail. Alors je vous mets le tableau rapidement pour que vous ayez une idée, mais c'est surtout à cause de ça que les procédures au Conseil de prud'homme ont énormément baissé depuis 2017, parce que maintenant avec ce barème, c'est beaucoup moins intéressant de lancer une procédure. Alors le licenciement irrégulier, qu'est-ce que c'est? Là on parle pas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, on parle d'un licenciement qui est bien justifié par une cause réelle et sérieuse, mais lors duquel il y a eu une irrégularité de procédure. Dans ce cas, le salarié peut bénéficier d'une indemnité maximum 1 mois de salaire. Mais il faut savoir que c'est pas automatique, c'est pas parce qu'il y a eu une irrégularité que vous allez automatiquement percevoir jusqu'à 1 mois de salaire d'indemnité, puisque l'existence d'un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Donc c'est pas automatique, c'est pas parce qu'il y a irrégularité forcément que vous allez avoir cet argent. Faut démontrer un préjudice. Juste pour que vous ayez une idée, une irrégularité de procédure dans le licenciement, ça peut être par exemple l'absence d'entretien préalable, c'est-à-dire l'entretien qui doit précéder le licenciement, ou alors une notification du licenciement qui interviendrait le même jour que l'entretien préalable. Ça sont des irrégularités qui sont assez communes. Et dernier cas de sanction du licenciement, alors on a le licenciement nul. Qu'est-ce que c'est? C'est un licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale ou qui méconnaît des dispositions sur la protection des victimes ou témoins de harcèlement moral ou sexuel, est prononcé en vertu d'une discrimination ou encore en vertu de la grossesse, de la maternité, de la paternité, de l'adoption et l'éducation des enfants, etc. En cas de nullité du licenciement, le salarié a le choix, il peut demander sa réintégration ou alors une indemnisation, et dans ce cas, le juge lui octroie une indemnité qui ne peut pas être inférieure au salaire des 6 derniers mois, donc c'est plutôt intéressant comme sanction. Et cette indemnisation est applicable quelle que soit l'ancienneté du salarié et l'effectif de l'entreprise.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et aussi à me suggérer des nouveaux sujets à traiter, que je choisirai bien sûr en fonction de mon expertise la plus proche sur le sujet qui sera suggéré, et en attendant je vous dis à la prochaine.